pour situer un petit peu le sujet, je vous propose 3 propositions introductives qui vont servir comme clé au débat qui va suivre cette introduction. Je vous propose 3. La première concernant la mondialisation. Donc, je ne dis pas quelque chose de nouveau si je vous dis que c'est un phénomène, c'est vrai, historiquement, qui date depuis longtemps, mais dont ces manifestations sont tout à fait bouleversantes et impressionnantes, puisqu'il touche à des changements radicaux qui va de l'État, de la société, jusqu'à la famille, en passant par les sciences, les techniques, le savoir en général, les relations entre les sociétés, les cultures et les humains. On vit un bouleversement à cette échelle et qui mérite qu'on la prendra en considération pour notre sujet, surtout en ce qui concerne la famille. Parce que les structures et les institutions traditionnelles ont été ébranlées à la suite de ces bouleversements qu'on appelle aujourd'hui mondialisation. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'ébranlement qui touche la famille. C'est vrai, il y a aussi l'État, il y a l'école, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la famille. Et la deuxième question qui est relative à la mondialisation, comme disent certains chercheurs qui ne sont pas, qui sont nombreux, que l'ébranlement qui a touché les institutions traditionnelles, l'État, l'école et la famille, touche précisément la question de valeur. Donc cette question de valeur va revenir plusieurs fois dans cette intervention. Donc la mondialisation, je l'évoque parce qu'il ébranle ces structures traditionnelles et précisément la question des valeurs. Donc on verra pourquoi. La deuxième question, qui n'est pas loin de la mondialisation, c'est la diversité culturelle. On pose la question aujourd'hui, est-ce que la diversité culturelle est une charge ou une chance pour l'humanité? D'emblée, moi je la pose comme une chance, une grande chance pour l'humanité. C'est vrai, il y a des côtés négatifs et des côtés positifs de la mondialisation, et malheureusement on retient que le côté négatif quand on évoque la mondialisation, mais il faut aussi regarder le côté positif de cette mondialisation. C'est le rapprochement des sociétés humaines et les cultures. C'est vrai, il y a un nivellement des cultures de par le monde, mais il faut le reconnaître que pour une première fois dans l'histoire de l'humanité, les humains prennent connaissance de cette diversité culturelle et ils ont la chance et l'occasion de connaître de près cette diversité culturelle. La diversité culturelle, si on essaye de définir la culture, il y a plusieurs définitions de la culture. Je crois que Rachid connaît mieux que moi, plus que 200 définitions de la culture chez les anthropologues, mais je retiens une de ces définitions, que la culture, c'est la réponse qu'apporte l'humain aux problèmes émanant de son milieu. Donc c'est une façon de gérer son contexte et son milieu. Donc de là l'importance de la culture. Ce n'est pas un luxe, c'est comme on verra, c'est un phénomène qui est collé à l'humain. Là où il y a l'homme, il y a la culture. C'est grâce à la culture que l'humain transcende sa condition existentielle, mais aussi c'est grâce à la culture qu'il arrive à gérer son milieu et à apporter les réponses aux défis qui lui font face. Qui dit la diversité culturelle dit une diversité de moyens de gestion du milieu et de réponses. Donc c'est une chance pour l'humanité parce qu'il nous expose, la diversité culturelle nous expose une batterie de moyens de gérer et de répondre aux différents défis qui font face
à l'humanité. Donc nous verrons que face à une telle question, la famille est-elle encore nécessaire? Nous essayons de voir quelles sont les réponses qu'apportent les autres cultures. Parce qu'il est vrai qu'on se centralise sur la culture dominante qui est la culture entre guillemets occidentale, et on essaye et on se limite à la conception occidentale de la famille. Il faut élargir le champ de la réflexion, de la recherche, pour voir ce que disent les autres cultures en ce qui concerne cette question. Et de là découle la troisième proposition introductive. Je ne serai pas abstrait, donc pour ne pas tomber dans la généralisation, j'essaierai de me positionner dans un angle de vision, parce que finalement, en fin de compte, notre perception des choses, c'est la perception qui émane d'un angle de vision. Et les angles de vision ne s'opposent pas en réalité, normalement, mais se complètent. Donc ce que je vois, ce que je perçois, il est comme ça parce que c'est l'angle de vision que j'adopte qui me permet de voir une telle situation de cette façon-là. Donc je me positionne et je le dévoile parce que, comme j'avais dit, pour ne pas être en abstraction en ce qui concerne la question de la famille, je ne peux donc pas connaître les autres cultures, mais au moins j'essaierai de me positionner depuis un angle de vision qui fait appel à la perception islamique de la famille. Donc je laisse tomber les autres perceptions, les autres angles de vision, parce que ça ne fait pas partie de ma compétence. Donc la perception islamique, on essaye de l'interpeller et de l'interroger pour voir comment il peut contribuer, puisque j'avais parlé de la diversité culturelle, comment il peut contribuer à répondre à cette question de la famille, d'où l'importance d'élargir et de faire appel à d'autres angles de vision, à d'autres cultures, pour essayer un petit peu de voir comment les autres expériences culturelles ou historiques ont contribué à répondre à cette question. Voilà, donc après cette introduction qui met entre vos mains des clés pour essayer de lire et de comprendre et par la suite d'échanger des idées sur cette question. Alors, je vais passer directement à donc voilà, les trois propositions introductives. Donc la mondialisation, enjeux et perspectives. Vous m'excusez, j'utilise les slides parce que j'ai une formation scientifique. Les scientifiques en général ont une mémoire visuelle. Donc j'essaierai de faire appel à cette technique pour un petit peu déjà de clarifier mes idées, mais de vous aider un petit peu à voir clair en ce qui concerne cette question. Donc la mondialisation, on a vu les enjeux et les perspectives, puis la diversité culturelle, c'est une chose pour l'humanité. J'ai essayé d'évoquer un petit peu les arguments pourquoi c'est une chose pour l'humanité. Et en troisième proposition, c'est la perception islamique qui se propose comme angle de vision, seulement à côté des autres angles de vision. Maintenant, j'évoquerai une certaine idée qui est à l'interface des sciences dures, entre guillemets, et les sciences humaines. J'aime toujours faire la passerelle entre les différentes spécialités et les différents savoirs. On verra que les passerelles, pas seulement au niveau des sciences et au niveau des spécialités, mais aussi au niveau des perceptions culturelles. C'est très intéressant de faire appel à cette transversalité
aujourd'hui qui est en vogue en ce qui concerne la connaissance en général. La question que j'avais posée en réfléchissant à ce sujet, la famille par rapport aux êtres vivants en général, pas seulement à l'humain. Qu'est-ce que suppose la question de la famille par rapport aux autres êtres vivants? Est-ce que cette notion de famille est purement anthropologique, ou bien il est naturel et général chez les autres êtres vivants? Pour répondre à cette question que je ne vais pas détailler parce qu'on n'a pas le temps, c'est juste pour nous aider à voir un petit peu clair par la suite, il y a une différence entre les êtres vivants et l'humain. L'humain est un être vivant aussi, mais il y a une certaine différence qui caractérise cet être vivant qui est l'humain. C'est vrai, les êtres vivants, ils sont là pour perpétuer la vie et assurer la continuité de la vie. Ce sont des moyens, comme disent certains biologistes, de transférer les conditions de la vie. Donc déjà, un être vivant, il hérite de ses ancêtres ce secret de la vie qu'il va transférer aux descendants. C'est ainsi que se continue la vie. Mais les êtres vivants, pour assurer cette charge qui est existentielle, ils doivent répondre à des besoins. Et ces besoins se résument dans ce que j'ai écrit, manger, boire et se reproduire. Donc manger et boire, ce sont des besoins pour entretenir l'être vivant en lui-même, pour qu'il soit en forme et à la hauteur d'accueillir et puis de donner, mais aussi de reproduire pour assurer ce transfert. Donc voilà, en gros, comment je résume la place de l'être vivant dans son milieu, dans la nature. Donc en regardant ces besoins vitaux, on ne fera pas de différence entre l'homme et les autres êtres vivants. Tous les êtres vivants, là où il y a la vie, c'est une condition sine qua non si on veut assurer la continuité de la vie. Donc les êtres vivants sont appelés à répondre à ces besoins, pas volontairement, mais obligatoirement. Autrement dit, il y a des lois qui gèrent chaque être vivant pour le pousser à répondre obligatoirement à ses besoins. Ce sont des lois physiques et biologiques. Les êtres vivants n'ont pas de choix envers ces lois biologiques et ces lois physiques. C'est un déterminisme. Et c'est dans ce déterminisme que réside le secret de la continuité de la vie. Donc heureusement, ils sont déterminés, ces lois physico-biologiques. Mais soudainement, on voit un être qui apparaît parmi ces êtres vivants et qui se caractérise par la révolte vis-à-vis de la manière de répondre à ces besoins. C'est l'être humain. Il est caractérisé par cette volonté de transcender les lois physico-biologiques. Autrement dit, sa condition biologique. Et cet être vivant, il gagne un degré de liberté vis-à-vis de ces lois physiques et ces lois biologiques. Donc pour simplifier, un être vivant autre que l'humain, un oiseau, un tigre, ou un éléphant ou autre, il n'y peut rien devant des lois biologiques. Il ne va pas décider à sa volonté de ne pas manger, par exemple, répondre à l'instinct de manger ou de boire, ou de s'abstenir à reproduire. Il a des moments bien précis dans sa vie où il doit répondre à ses besoins. S'il décide autrement, c'est la vie qui va s'arrêter. Mais quant à l'homme, c'est tout à fait différent. C'est vrai,
il ne peut pas s'abstenir, manger, boire ou se reproduire, mais il le fait à sa guise. Autrement dit, il a un degré de liberté vis-à-vis de ses lois. C'est lui qui décide quand et comment le faire. Mais cette liberté a un prix. Donc en échappant aux lois physiques et biologiques, il tombe dans le piège d'autres lois. Ce sont des lois, pour aller un peu vite, ce sont les lois culturelles. Et déjà, les anthropologues posent la question quant à l'homme. La question se résume dans une conclusion qui va vous paraître surprenante, mais elle est là. C'est un être qui est, par rapport aux autres êtres vivants, un être bizarre. En le regardant dans son milieu, on le voit toujours faire l'inverse, le contraire de ce que lui impose la nature et son milieu. Le fait de s'abstenir à ne pas manger et à manger à sa guise et de ne pas se reproduire à la différence des animaux, c'est quand même un peu bizarre. C'est un peu contraire à la nature. Donc le fait de transcender les lois physiques et biologiques, il est géré, cette liberté, elle est gérée par d'autres lois que j'appelle les lois culturelles. Donc déjà, la bizarrerie de l'être humain, on la voit aussi dans cet acharnement de couvrir toute chose. Donc l'humain, il est caractérisé par cette volonté de couvrir toute chose. En commençant par appeler les choses, donner un nom, une appellation aux choses. C'est étrange. Donc on met un nom à un objet, une bouteille, un verre, une table, une lampe. Ces choses ne sont pas conscientes de cette appellation. Elles s'en foutent. C'est une appellation que je qualifie de couverture. Elle est subjective. Elle est subjective. Mais elle est humaine. Donc ça va, cette couverture, ça va de donner les noms aux choses jusqu'à l'invention des vêtements. Jusqu'à l'invention des vêtements. Donc cette tendance de couvrir toute chose pose une question, c'est vrai, culturelle, mais philosophique et par la suite religieuse. Sans négliger la question biologique. Ça concerne aussi la biologie. Donc vous voyez déjà, on commence à voir cette étrangeté de l'être humain, ça se manifeste un peu partout. Là où il y a un être humain, on voit, comme disait Camus, un être révolté. Un être révolté parce qu'il refuse l'animal qui est en lui. Et voilà, j'ai lâché le mot. Il refuse l'animal qui est en lui. Refuser l'animal qui est en lui, c'est de transcender les lois biologiques et physiques qui conditionnent les autres êtres vivants, qui conditionnent la nature. Parce que ce conditionnement, c'est dans ce conditionnement que réside le secret de la continuité de la vie. Et c'est de là c'est là qu'on peut comprendre pourquoi l'être humain, là où il a ébranlé les équilibres. Que ce soit les équilibres vitaux dans la nature, dans l'écosystème, que ce soit les équilibres politiques et sociaux et économiques. Donc, la liberté, le degré de la liberté vient du fait que l'homme a refusé d'être comme un animal, a refusé l'animal qui est en lui, si on paraphrase Camus. Donc, d'où vient cette volonté? C'est une des questions qui traversent les chercheurs dans les différents domaines, mais surtout en biologie et en anthropologie. Et que c'est une question qui mérite, je pense que l'ensemble du savoir qu'a accumulé l'humain n'arrive pas encore à conclure cette question.
Mais le savoir, ce savoir humain, le jour où il décide de s'ouvrir sur les autres cultures, sur les autres religions en tant que système épistémologique, pas de croyance, en tant que système épistémologique, à ce moment-là, on pourra parler d'une conclusion transversale, complémentaire, apportée par ces différents champs de savoir. Et déjà, en interrogeant, en méditant le Coran, je vous ai dit que je parle d'une angle de vue islamique, déjà en interrogeant le Coran, on trouve des éléments de réponse à ce genre de questions qui restent à vérifier dans l'histoire, dans l'anthropologie, dans la biologie et autres. Donc voilà, cet être vivant qui est l'humain est étrange. Donc il est différent. On va le séparer des autres êtres vivants, quoi qu'il leur appartient biologiquement, fait partie des êtres vivants. Donc regardez comment on mange, comment on boit, comment on se reproduit. De point de vue biologique, ça n'a rien à voir avec la biologie. Au contraire, ça va à l'encontre de la biologie. Donc le fait que l'homme a inventé l'art culinaire, la cuisine, ça n'a rien à voir avec les besoins biologiques. S'il y avait une relation, on la trouvait rudimentairement, bien sûr, chez les autres êtres vivants. Alors, chez les êtres vivants, il n'y a rien de ce genre. Quand l'instinct presse, l'animal cherche à répondre à cet instinct, à son besoin. Il va chercher à manger, à boire. Le jour où le moment vient pour se reproduire, il se reproduit comme il est. Alors que l'humain, il le fait de la même chose. Il répond à ce besoin, mais il le fait autrement. En le couvrant, en lui offrant un habillement. On ne mange pas culturellement parce qu'on répond à un besoin instinctif. Non. On mange parce que on a, d'une certaine manière, un certain art culinaire qui nous permet de manger à notre guise, de boire à notre guise. Donc on invente des rituels, des moyens avec lesquels on couvre ces besoins, en les couvrant, en refusant l'animal qui est en nous, en se dissociant de l'animal. Mais si on interroge la biologie, ça n'a rien à voir avec l'évolution biologique. Au contraire, si on pose la question de l'intelligence par rapport à la manière de répondre à ses besoins, l'animal est beaucoup plus intelligent que l'humain. Le fait d'aller chasser, comme faisaient les peuples dans l'histoire, les animaux le font aussi. On va chasser pour assurer de quoi on aura besoin pour répondre à ses besoins. C'est la même chose que fait l'animal. Mais comment expliquer ce geste qui est purement biologique, qui est purement animal, entre guillemets, est accompagné par des rituels, par des prières? Quelle relation entre la prière et ces rituels, et que toutes les sociétés humaines ont connu d'une certaine manière ou d'une autre, ce genre de rituel qui est accompagné. Ce rituel, c'est l'habillement, de couvrir la chasse. Quelle relation entre cette culture et le fait d'aller chasser, chercher de quoi répondre aux besoins, de quoi manger? Chez l'animal, il ne le fait pas. Venons maintenant au mariage, qui a été inventé par l'humain pour répondre à un besoin, qui est de se reproduire pour perpétuer la vie. Parce qu'on est là biologiquement, on est apte, on est disponible à le faire. Donc la biologie pousse. Donc il y a cette attraction qui fait qu'on finira par se reproduire.
pas se reproduire la même chose que chez les... Mais l'humain a inventé depuis la nuit des temps, a inventé cette institution, cet ensemble de rituels qui accompagnent ce geste purement biologique, qui est le mariage. Qui est le mariage. C'est comme si, effectivement, quand on assiste à un mariage, quand on voit un mariage, on ne pense pas. Personne n'essaie de vous dire que ce mariage a été fait, c'est un moyen pour qu'on se reproduise et perpétuer la vie. Non, jamais. Et d'ailleurs, comme la question que dans la salle ou dans les bancs de l'école ou de l'université, chacun reconnaît qu'il appartient au règne animal. Nous faisons partie des animaux. Donc si vous dites dans une salle de biologie que je suis un animal, je la reconnais volontairement. Mais dans la rue, si vous dites à quelqu'un vous êtes un animal, comment il va réagir? À vous d'imaginer la réaction et la réponse. Alors pourquoi cette dualité? D'une part, on reconnaît scientifiquement qu'on appartient à cette famille, mais culturellement on la refuse. Culturellement on la refuse. La réponse, c'est que l'humain a une nature double. Cette dualité qui caractérise l'humain et qui ne se trouve nulle par ailleurs chez les êtres vivants, quel qu'il soit leur degré de l'évolution. Donc on est de nature double. Nous appartenons, c'est vrai, aux autres êtres vivants, mais on se dissocie de ces êtres vivants par une autre appartenance qui est caractéristique de l'humain, qui est la culture. Donc l'être humain, par définition, est un être bioculturel. Bioculturel. Et je dis, j'insiste, que la culture, ce n'est pas quelque chose de luxe. On verra que c'est grâce à cette culture que l'homme a pu non de reproduire comme chez le cas chez les animaux, mais de produire, c'est-à-dire d'inventer, de créer. Et là, dans la famille humaine, on parle effectivement d'une évolution. Pas au sens biologique, mais une évolution au sens culturel. Tout simplement parce que, à la différence des animaux qui sont nés achevés, l'être humain est inachevé. Est inachevé. Du moment où il a choisi d'être responsable et de gagner ce degré de liberté, il n'a fait qu'un pas dans ce monde ici. Donc, comme disait un poète espagnol, ça me vient après le nom, je vous le dirai, il disait dans un poème magnifique, dans un des vers, où il disait que le chemin n'est pas tracé, donc je traduis, le chemin n'est pas tracé par la marche, mais c'est la marche qui fera le chemin. Donc, pour les animaux, le chemin est tracé. Les animaux ne se contentent de rien au-delà de ce qu'ils ont, de ce qu'ils sont. Un oiseau ne peut faire autre chose que voler. Un poisson ne peut faire autre chose que nager. Un cheval pour galoper, etc. Mais l'humain, il existe pour faire quoi? Chaque être vivant, on pourra lui définir sa fonction facilement. Mais quand on arrive à l'humain, alors là, on ne trouve pas de réponse. Il est fait pour faire quoi? Pour voler, il n'a pas d'aile, mais il a pu voler. Il vivra dans l'eau? Non, il ne pourra pas, parce que sa biologie ne le permet pas. Et pourtant, il a réussi à vivre dans l'eau. À galoper, il ne peut pas. Ses capacités biologiques.
mais il a réussi finalement à faire mieux que le cheval, etc. Voilà ce que je veux dire par que l'humain est inachevé. Il a tout à apprendre dans la vie. Donc, pour dire, comme disait le grand biologiste français François Jacob, quand il a posé la question « l'homme existe pour faire quoi ?», il l'a résumé dans une belle conclusion concluante que l'homme existe pour apprendre. Pour apprendre. Et le fait d'apprendre, c'est le début du chemin. Donc notre chemin n'est pas tracé. C'est à nous de le tracer par cet apprentissage. Donc l'homme a inventé des institutions qui lui ont permis d'évoluer et d'exercer cette responsabilité avec la liberté qu'il a acquise. Donc il est libre, c'est vrai le degré de liberté qu'on avait vu quelques exemples. Alors pour assumer cette responsabilité, il a inventé des moyens, des institutions. Parmi ces institutions, on cite l'État, on cite l'école, mais surtout la famille. La famille est une institution purement humaine, purement culturelle, sociale. Si on veut parler comme le font aujourd'hui les gens qui débattent un petit peu de la famille. Donc ça revient à la question, est-ce que la famille est naturelle ou sociale? Bien sûr, les gens se sont divisés en deux, mais pour couper court, je peux dire que les besoins de la famille sont naturels, mais la famille en tant qu'institution, elle est culturelle et elle est sociale. Donc c'est une invention humaine pour répondre à ces besoins naturels. Et d'ailleurs, c'est un des phénomènes impressionnants qu'on trouve chez toutes les cultures, dans toutes les cultures humaines. Donc la famille, c'est une institution, c'est un moyen de gérer un problème crucial, qui est le problème de la relation homme-femme, éducation. Donc l'homme a inventé différents moyens de gérer ce phénomène, mais le dénominateur commun à toutes ces inventions humaines, c'est l'institution de la famille. Partout où il y a l'humain, où il y a une société humaine, il y a la famille. Bien sûr, différentes formes de famille, mais à la base, ça reste une structure qu'on peut appeler famille. Donc la famille, c'est une institution qui a été inventée par l'humain à articuler deux grands problèmes auxquels l'humanité a fait face. La différenciation sexuelle et la relation des générations. La famille, c'est l'institution de base fondamentale qui articule ces deux grandes questions. La différence sexuelle et la question de génération. Et il les articule jusqu'à maintenant à merveille. On ne connaît pas d'autres institutions qui a fait la même chose que la famille. Donc voilà, peut-être je résume un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Les êtres vivants répondent aux besoins vitaux pour assurer la continuité de la vie, contrairement à l'humain, qui d'abord travaille pour transformer les besoins vitaux en besoins culturels. En besoins culturels, en besoins culturels, c'est la façon d'habiller les choses dont j'ai parlé tout à l'heure, pour assurer cette continuité de la vie. Donc la question que vous voyez ici de la transformation est très intéressante, et la question des besoins culturels.